je vais vraiment être plutôt à la recherche d'une histoire. En fait, pour moi, le cinéma, c'est d'abord un art et pas une technique. Donc, déjà, je trouve qu'on n'apprend pas à faire des films sur YouTube. Il y a des réalisateurs qui viennent me voir en disant, voilà, ils ont regardé plein de tutoriels YouTube, ils savent reproduire tel ou tel mouvement de caméra. Mais par contre, si tu leur demandes, voilà, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter, ouais, tu sens qu'il n'y a pas encore cette maturité. C'est vraiment une question c'est ce que tu as dit, de mettre un peu d'âme dans un film. Je pense que c'est important, c'est ça qui va toucher. Alors, Camille, bonjour, ça va? Bonjour, oui, ça va très bien. On est aujourd'hui à Alexandrie, presque le dernier jour du festival. Tu as terminé ton devoir en tant que membre du jury. Et déjà, je suis très curieux parce que, quand même, en tant qu'un festival indépendant, soi-disant, fait par une petite communauté de cinéphiles égyptiennes, chose qui m'a toujours ému. Je suis très curieux de ta réaction envers le festival en tant que programmatrice pour le plus grand festival de court-métrage du monde, Clermont-Ferrand. Bon, déjà, tu es à Alexandrie, je pense. C'est la première fois en Égypte, déjà? J'étais déjà venue en Égypte pour le festival de El Gouna l'année dernière, en 2024. Et c'était un très beau festival, une programmation magnifique, des très belles rencontres avec des professionnels. Mais ici, à Alexandrie, la grande différence, c'est cette audience qui remplit les salles et qui vient, j'ai l'impression, de tous les milieux sociaux. T'as des gens de classe plus populaire, des gens de classe plus élevée qui se retrouvent dans la salle du cinéma Métro, qui en plus est une salle qui a l'air chargée d'histoire. Et cette atmosphère-là, elle est vraiment singulière et ça donne aussi une manière différente de regarder les films. Quand t'as un public qui réagit dans la salle, qui réagit à ce qu'ils sont en train de voir, ça, même en tant que jury, ça change ta perception que tu as des films. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir un festival. Il y a déjà plusieurs festivals au Caire, et d'avoir un festival à Alexandrie, qui est une autre ville de l'Égypte. Enfin, je trouve que c'est bien qu'il y ait comme ça ce réseau de différents festivals. Ça permet de rendre la culture accessible à tout le monde, le cinéma accessible à tout le monde. Et ça, je pense que c'est hyper précieux. En plus, c'est des jeunes qui ont monté ce festival. Ils sont hyper déterminés parce qu'ils sont pas nombreux. Et je trouve qu'ils ont fait un très beau travail. Même en termes de programmation, j'ai vraiment apprécié la diversité des films qui étaient montrés. Tant en termes d'esthétique qu'en termes de sujets abordés. Et je trouve qu'ils ont trouvé un bon équilibre entre des films un peu feel-good movie, qui peuvent faire des respirations dans le programme et qui sont plus accessibles, qui permettent au public de respirer, de prendre son souffle, à côté de films peut-être plus exigeants, où il va y avoir une recherche artistique qui peut tendre vers l'expérimental. Un peu art house, si on peut dire. Ouais, tout à fait. Et ça, je trouve que c'est bien qu'ils trouvent cette balance-là entre ces différents univers. Je trouve ça super aussi qu'ils mélangent les documentaires et les animations dans un même programme. Des fois, les festivals ont tendance à mettre les animations d'un côté, les documentaires de l'autre, et je trouve ça bien quand tout est mélangé parce que ça permet aussi au public de découvrir différents genres de films qui seraient peut-être pas allés voir spontanément. Et en même temps, ils ont ce focus sur les films arabes et égyptiens, et ça, je pense que c'est aussi précieux, parce que le public, il aime bien aussi se voir représenté sur l'écran. Donc voilà, en tout cas, je trouve qu'il y a un très beau travail de programmation. Et le fait que ce soit des cinéphiles jeunes, passionnés qui ont créé le festival, j'ai l'impression que les professionnels qui viennent ici, ils viennent aussi pour les soutenir, ils sont contents d'être là, et ça crée une ambiance, une atmosphère très conviviale. Et ça, c'est très réussi. Et c'est pas évident à créer ce genre d'ambiance dans les festivals. Oui. On se sent bien, en fait, dans ce festival et à Alexandrie grâce à eux, quoi. Non, et en fait, tu as tout à fait raison par rapport au soutien des cinéastes. Ce que je sens ici, moi, je suis venu ici la première fois, la deuxième édition. J'étais président du jury. C'était un tout petit festival qui avait commencé, mais j'ai vraiment apprécié l'initiative parce que normalement, quand on fait un festival en Égypte, c'est gouvernemental ou c'est une grande institution qui commence à faire un festival. Mais là, c'était 2-3 jeunes personnes qui voulaient faire un festival. Et la première édition, ils avaient de l'audience. Il y avait des gens qui venaient en salle. Et c'est passionnant parce qu'Alexandrie, pour moi, c'est une ville très cinéphile. C'est une ville,
Je sais pas si tu sais ça ou non, mais la toute première projection qui a jamais eu lieu en Égypte, c'était ici à Alexandrie dans un café. Presque 6-7 mois après la projection Lumière. En fait, on était l'une des premiers pays arabes à recevoir les projections du cinéma. C'est magique quelque part. Je savais pas. Ouais, c'est incroyable. Ouais. C'était dans un petit café à Alexandrie ici qu'on a eu la toute première projection. Et je pense que c'était en 1896. Parce qu'on fêtait les 100 ans du cinéma 96 avec tout le monde. Avec le monde entier, enfin. Et en fait, quand tu me parles là des films égyptiens et films arabes, moi je vois que c'est très essentiel pour le festival. Pour moi, un festival, ça doit soutenir l'industrie de son propre pays. Déjà, Cannes, le nombre de films français projetés en compétition et hors compétition, je vois que les festivals arabes, parfois, ils ont tendance à être plus, soi-disant, snob en préférant les films européens, américains. Mais le fait que le festival donne plus d'espace au cinéma arabe et égyptien, qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement? Ouais, je pense que c'est essentiel. Après, je peux comprendre cette envie d'être aussi très international pour prouver qu'on est aussi capable d'accueillir des cinématographies qui viennent d'ailleurs et exister sur la scène internationale. Je peux le comprendre, mais effectivement, je trouve que c'est essentiel, surtout pour du court-métrage, de soutenir la cinématographie locale, de donner un espace de projection à la cinématographie locale. Le court-métrage, c'est quand même un genre de film qui peut avoir des difficultés à trouver une audience parce que c'est des films qu'on va pas retrouver dans les cinémas mainstream. Il va pas y avoir des projections de court-métrage. Avant, à une certaine époque, avant chaque long-métrage, tu avais un court-métrage. Ça a été remplacé par les publicités. Donc, pour les courts-métrages, c'est pas évident de trouver ce chemin vers le public. Donc, je pense c'est extrêmement important que les festivals donnent une fenêtre, un showcase au cinéma et aux réalisateurs locaux, émergents ou confirmés d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des réalisateurs expérimentés qui réalisent des courts-métrages. Je sais qu'au Festival de Clermont, on a la compétition internationale et la compétition nationale avec des films français, et c'est une 50aine de films français qui sont montrés à Clermont. Et c'est important parce que c'est aussi ce qui va permettre au festival d'être identifié localement, de réunir les réalisateurs pendant la semaine du festival, de permettre d'entretenir cet écosystème. Et c'est très précieux, en fait, avant que les réalisateurs puissent percer à l'international, avoir les épaules pour naviguer dans la scène internationale. C'est bien qu'ils aient des espaces, peut-être qui sont un peu plus des safe space pour eux, où ils peuvent s'aguerrir aussi et voilà, prendre l'habitude. C'est pas toujours facile pour un jeune cinéaste de savoir comment, au-delà d'assister à un festival et d'aller voir les films en projection, un festival, c'est aussi le moment de rencontrer des gens, des potentiels producteurs, d'autres réalisateurs, des professionnels de l'industrie. Et ça peut être un peu stressant pour un réalisateur de se retrouver comme ça au milieu de ce milieu professionnel, de savoir naviguer. Il y a quand même une dimension sociale qui est assez importante dans nos métiers. Et du coup, je trouve ça super que les réalisateurs puissent s'exercer un peu à cette partie-là de leur travail dans un lieu comme Alexandrie, donc dans leur pays, dans un festival qui arrive à créer cette ambiance chaleureuse. Et je pense que c'est hyper important. Et puis aussi, je pense que le public, encore une fois, il a envie de se voir représenté sur les écrans, quoi. Donc il peut avoir un appétit, une curiosité pour un cinéma qui vient d'ailleurs, mais il a aussi envie de voir ses propres histoires au cinéma. Donc voilà, encore une fois, c'est un jeu d'équilibre, mais je pense que c'est important. Non, mais bien sûr, tu as tout à fait raison. Et moi, je me rappelle même à l'époque où je faisais la direction artistique de Gouna, mon cauchemar, c'était toujours la programmation du court-métrage égyptien. Parce que déjà, c'était solde 3 jours à l'avance, on devait toujours ajouter de projections. Je pense que même si les gens cherchent toujours à trouver des films qui sont difficiles à voir pour eux, genre les films européens, les films asiatiques, mais reste que pour le court-métrage spécialement, comme tu as dit, c'est un film qui sort pas en salle, c'est un film que
rarement tu trouves sur les plateformes dans le monde arabe, il n'y a pas de chaîne de diffusion. Je pense que vraiment c'est important d'avoir plus d'espace pour les courts-métrages. Bah, d'ailleurs, moi je me demande pourquoi on ne pense plus à projeter les courts-métrages en chaîne dans les salles de cinéma comme on faisait avant. Bah, bon, Truffaut, L'amour à 20 ans, Boccaccio 70. À une époque, il y avait des grands cinéastes parce que pour moi aussi, un court-métrage, c'est pas une étape pour faire un long-métrage. Moi, j'ai fait mon dernier court-métrage après que j'avais fait 3 longs-métrages. C'était au milieu de ma carrière. Moi, j'en ai fait 7 longs-métrages maintenant. Après mon 3e, j'ai fait un court-métrage parce que je voulais faire cette histoire. Et c'est pas une étape, c'est un film fait pour le public parfois. C'est un film qui peut faire grand public. Donc, je trouve que tu as tout à fait raison que c'est bien pour les festivals d'accueillir les films de leur propre pays, parce que surtout pour les cours, parce qu'on n'arrive pas à les voir ailleurs. Ça, c'est un aspect très important pour l'Égypte, pour nous. Et bon, d'ici, je veux prendre un peu l'espace aussi, comme on parle au public un peu égyptien, pour parler un peu de Clermont-Ferrand. On a l'occasion maintenant d'être avec quelqu'un qui programme pour le plus grand festival de court-métrage au monde, qui fait un peu le rêve de tous les jeunes cinéastes du monde. Je sais que ce mot, ça risque de vous embêter un peu, mais je pense que pour tous les cinéastes du monde, Clermont-Ferrand, c'est le Cannes des courts-métrages. Bon, je sais que c'est offensif, mais quand même, c'est un compliment. Du point de vue des jeunes cinéastes, c'est ça. Tu veux devenir connu, tu vas à Clermont-Ferrand. Je veux te parler un peu de ce festival. C'est le festival qui fait le rêve de tous les jeunes cinéastes du monde. Je veux rentrer un peu dans votre façon de penser, la façon de programmer. Je me mets à la place d'un jeune cinéaste assis maintenant à nous écouter, à penser. Qu'est-ce que c'est Clermont-Ferrand? Comment faire un film? Si je fais un film, est-ce que ça mérite d'être à Clermont-Ferrand? Comment pensent les programmateurs de Clermont-Ferrand? Qu'est-ce qui leur touche? Qu'est-ce qui les intéresse? Est-ce que c'est les techniques, c'est l'histoire, c'est le rapport avec la société? Parce que les festivals, c'est différent aussi, du point de vue. Alors, Clermont-Ferrand, comment vous choisissez les films? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plein de choses dont j'ai envie de parler en même temps. Mais alors, déjà, sur le processus de sélection, donc nous, on a un appel à candidature qui est ouvert à partir du mois de mai, qui va ouvrir la semaine prochaine, jusqu'à mi-septembre. Donc, les réalisateurs, ils ont 4-5 mois pour postuler et envoyer leur film. On utilise une plateforme qui s'appelle Short Film Depot, où le réalisateur ou le producteur peut créer son profil, télécharger le film, l'envoyer au Festival de Clermont, mais aussi à plein d'autres festivals de courts-métrages. Et donc nous, quand on reçoit les films, chaque année, c'est 8000 films qu'on reçoit, qui s'inscrivent pour les compétitions. On en a 3 compétitions. La Labo pour les films expérimentaux, la Nationale pour les films français et la compétition internationale. La compétition internationale, on prend 65 films. Donc, on reçoit 2000 films pour le national et 6000 films pour l'international. Donc, on passe de 6000 films à 65. C'est un long processus. Tous les films sont vus. C'est important de le dire. Ça peut rassurer les réalisateurs, mais vraiment, chaque film est regardé. Dans le comité final, on est 7 personnes, 7 programmateurs. Mais en amont, on est donc ces 7 programmateurs. On fait la présélection avec des bénévoles. Ou d'autres personnes qui travaillent dans le festival, pas forcément à la programmation, mais qui participent à cette étape de présélection. On se partage les films par zone géographique. Alors, il y a certains pays qui envoient beaucoup de films, comme les États-Unis, ils envoient environ 800 films par an. Donc ça, il y a un petit comité qui présélectionne les États-Unis. On va faire aussi des packages. Par exemple, on regarde les films du monde arabe ensemble parce qu'on reçoit moins de films. Je pense que l'Égypte, c'est le pays qui envoie le plus de films sur le continent africain et dans le monde arabe, c'est environ 60 films par an. Ce qui n'est pas énorme par rapport au nombre de films, je pense, produits chaque année, de courts-métrages produits chaque année en Égypte. Je pense que vous en avez quand même plus, mais que nous, on reçoit et qui sont inscrits au festival, c'est une 60aine. Et donc, on regarde tous ces films, on se partage les films et par comité, par zone géographique, on fait une shortlist du best-of de chaque région du monde.
cette shortlist, ça correspond à 250 films. Et c'est ces 250 films qui vont être regardés par le comité de programmation. Donc, on les regarde tous et ensuite, on passe 3 jours ensemble pour parler des films, faire notre sélection. Et il n'y a pas un directeur de programmation, il n'y a personne qui a le pouvoir de décision, le mot final. C'est vraiment toute une composition, une négociation, une discussion où chaque membre du comité a son mot à dire et chacun va être un peu spécialiste d'une zone géographique. Et nous, en fait, notre objectif, c'est pas seulement d'avoir les meilleurs films. On n'est pas des gardiens qui attendons que les meilleurs films viennent à nous. C'est aussi d'aller chercher le meilleur de chaque pays pour que chaque cinématographie soit représentée. Et ça, c'est important pour nous parce qu'il y a des pays qui peuvent avoir des industries cinématographiques plus fragiles. Voilà, on compare par exemple les États-Unis au Maroc ou même au Népal, enfin des pays comme ça qui ont une industrie plus fragile. Bah, pour nous, ça va être important de donner la même importance et de donner la même place à des pays qui ont une grosse culture, une grosse industrie cinématographique et des pays où recevoir des courts-métrages, c'est plus rare, mais c'est d'autant plus précieux. Donc ça, je pense que la ligne directrice du festival, c'est ça, d'avoir le plus de diversité possible. Donc on va vraiment chercher le meilleur film de chaque région et pour déterminer ça, il y a plusieurs choses. Il y a forcément la qualité du film, bien sûr c'est important, la qualité technique, mais ça suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait un sujet fort qui soit derrière, qui soit porté par le réalisateur. Ce que je trouve intéressant avec le court-métrage, c'est que c'est un espace où effectivement il y a moins d'argent que dans le long-métrage ou les séries. Il y a une industrie qui est moins développée. Donc on pourrait penser que c'est une contrainte, mais pour moi c'est aussi une liberté parce qu'on n'est pas obligé de faire un film qui doit respecter les attentes du commercial, les attentes d'un public mainstream. Par exemple, pour un long métrage, on va peut-être demander au réalisateur d'orienter un peu son histoire pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre et penser dès l'écriture à la distribution du film et à sa target audience, etc. Dans le court-métrage, on peut être plus indépendant de ces questions-là, donc plus libre aussi de suivre son intuition, de prendre des risques, d'essayer des choses. Et ça, c'est ce qui me plaît en fait. Quand je vois qu'un réalisateur, il fait pas un film pour séduire tel ou tel festival ou séduire un certain type de public, mais il fait un film parce que lui, il avait quelque chose d'important à dire, qui le concerne ou la concerne. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui se sent. C'est une histoire de sincérité aussi. Et ça fait beaucoup. Mais c'est un peu une histoire de magie finalement, parce que des fois t'as 2 films qui peuvent avoir le même sujet, qui sont tout aussi bien faits, mais dans l'un tu sens qu'il y a cette authenticité, cette petite étincelle qui fait que ce film va te toucher. Parfois c'est aussi ce que j'aime dans le court-métrage, c'est que tu as beaucoup d'acteurs non professionnels qui jouent dans les courts-métrages et parfois je trouve que c'est des castings très très intéressants et aussi où il y a beaucoup plus de place à la diversité. Le long métrage, encore une fois, tu vas réaliser un long métrage, tu vas chercher des budgets, on va peut-être te demander d'avoir certains acteurs ou actrices tête d'affiche qui permettent à ton film d'être mieux financé. Donc on va aussi avoir certains... peut-être des corps plus formatés, des histoires plus formatées, alors que dans le court-métrage, tu vas avoir beaucoup plus de diversité, des corps qui sortent un peu des canons, tu peux avoir beaucoup plus par exemple de films dont les personnages principaux ça va être des personnes qui ont un handicap ou ça peut être des personnes aussi par exemple si tu prends une femme de plus de 50 ans en France, c'est la majorité de la population, mais elle n'est présente que dans 7% des films longs métrages réalisés. Donc il y a un déséquilibre énorme, alors que dans le court métrage tu vas avoir beaucoup de films dont le personnage principal, ça va être cette femme de plus de 50 ans et qui va te porter une histoire puissante, une histoire forte et qui va être aussi un personnage dans lequel tu vas pouvoir t'identifier, te projeter. Et ça, c'est très précieux, je trouve. J'ai l'impression que le court-métrage, c'est un espace de liberté et c'est un espace qui forme et qui dessine
un univers cinématographique plus éthique, pour moi aussi politiquement intéressant, et qui esquisse un monde dans lequel tout le monde a sa place malgré ses différences, et donc qui invite à une certaine tolérance. Là où peut-être que dans le long métrage, on va être dans une industrie qui peut plus facilement exclure les personnes marginalisées. C'est aussi la question, en France, on est le pays européen où il y a la plus forte communauté de personnes noires, de personnes arabes, et ils sont souvent absents des écrans, des films de long métrage, alors qu'ils vont être beaucoup plus représentés dans les courts métrages. Donc pour moi, c'est aussi une question politique de défendre le court métrage. Et c'est un espace où, pareil, pour la compétition nationale, on reçoit autant de films faits par des femmes que de films faits par des hommes. C'est plus du tout le cas ensuite quand on est sur du long métrage. Donc pour moi, c'est un champ où il y a plus d'équité, et on peut être un cinéma qui peut être plus juste politiquement. Et je pense qu'on va être aussi à la recherche de ça dans notre programmation. C'est aussi des questions sur lesquelles on va être attentif. Maintenant, je sais que, par exemple, la semaine dernière, j'étais en Arabie Saoudite pour un festival, et j'ai rencontré un réalisateur ouïghour qui vit en Arabie Saoudite et qui écrit un film. Et il était très inquiet parce qu'il se disait, personne ne sait qu'il y a des Ouïghours en Arabie Saoudite, personne ne va comprendre mon film. Il va pas être assez universel. Et j'ai essayé de le rassurer en disant, mais faut pas faire un film en essayant que ton film soit universel. Faut d'abord faire un film, encore une fois, sincère sur quelque chose que tu as envie de raconter. Et si tu le fais avec tes émotions, les émotions, elles sont universelles. Et ça va toucher un public, et ça peut toucher un programmateur, même s'il connaît pas le contexte. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi notre travail en tant que programmateur d'être averti du contexte dans lequel sont créés les films. Par exemple, moi, je suis ici en Égypte, je rencontre des réalisateurs, des programmateurs de festivals, je rencontre des jeunes scénaristes. Ça me permet de comprendre les enjeux auxquels vous faites face ici dans la société égyptienne pour faire votre film, de mieux comprendre aussi certains sujets qui reviennent régulièrement dans votre cinéma. Et ça va me permettre de mieux les défendre ensuite, ces films, quand je travaille au Festival de Clermont. Donc faut aussi faire confiance aux programmateurs qui font ce travail d'aller se renseigner, de connaître le contexte, et on regarde les films en faisant cet effort en fait de recontextualiser le film de là d'où il vient. Et ça, pour nous, c'est précieux aussi d'avoir des histoires singulières qui nous donnent un point de vue singulier lié à la culture du réalisateur ou de la réalisatrice. Donc pas avoir peur de ça. Et en fait, quand vous dites ça, quand vous parlez de ça, ça me fait penser un peu au genre le plus grand dilemma que les jeunes cinéastes ont normalement. Parce que moi, je trouve que beaucoup de jeunes cinéastes, surtout en Égypte, qui sont vraiment trop focus sur le technique, mouvement de caméra, découpage, machin, et moins sur l'histoire. En tant que programmatrice, ton première sélection, ce serait un film qui est moyen en technique, mais qui touche, qui a quelque chose de personnel, ou un film qui est peut-être un peu moins personnel, mais qui est excellent en technique. Ça veut dire qu'un réalisateur qui maîtrise très bien son jeu de réalisateur, même avec les acteurs, avec les techniques, ou un film qui sort de quelque chose vraiment de personnel, quelque chose qui sort de l'âme de cinéaste. Ouais, non, moi je pense que la forme doit vraiment être au service du fond. Donc la forme, l'esthétique doit être vraiment au service d'une histoire forte à raconter, qui soit personnelle au réalisateur. Ça, c'est extrêmement important. Quand je suis face à un film qui est très bien fait, j'ai l'impression que je suis face à un réalisateur qui veut me prouver qu'il est capable. Peut-être qu'il s'adresse aussi à des plateformes comme Netflix ou une industrie plus commerciale, et il veut montrer qu'il est capable de faire la prochaine série à succès d'Égypte ou de je ne sais où. Et c'est tout à fait OK de faire ça. Il y a parfois des fonds de financement ou certains producteurs qui vont exiger qu'il y ait déjà eu un premier court-métrage avant d'accompagner un réalisateur sur un prochain projet. Mais
il y en a même des réalisateurs qui font des courts-métrages comme des espèces de teasers pour un futur long-métrage. Donc on voit comme une introduction d'un film. Bon, je peux comprendre qu'il faut en passer par là, mais c'est pas les films qui, moi, vont m'intéresser. Je vais vraiment être plutôt à la recherche d'une histoire. En fait, pour moi, le cinéma, c'est d'abord un art et pas une technique. Déjà, je trouve qu'on n'apprend pas à faire des films sur YouTube. Il y a des réalisateurs qui viennent me voir en disant, voilà, ils ont regardé plein de tutoriels YouTube, ils savent reproduire tel ou tel mouvement de caméra. Mais par contre, si tu leur demandes, voilà, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter, ils vont te... Ouais, tu sens qu'il n'y a pas encore cette maturité. Et non, là, c'est vraiment une question c'est ce que tu as dit, de mettre un peu d'âme dans un film. Je pense que c'est important, c'est ça qui va toucher. Par exemple, le dernier film égyptien qui était à Clermont, My Brother, My Brother. Je sais pas si tu as le nom du réalisateur en tête. Saad, ouais. C'était Saad et Abdallah. Je pense que c'était 2 frères, mais il y en a un qui était mort avant la fête. En fait, je connais Saad parce qu'il a fait moi, j'ai fait des ateliers de formation pour les jeunes cinéastes. Et Saad, il y a très longtemps, il a fait son tout premier atelier avec moi. Il était très doué. C'était pas en animation, c'était en mise en scène, mais je pense qu'il a changé de carrière après. Mais c'est quelqu'un de très talentueux. Il avait toujours une histoire en tête à raconter. C'était le personne le moins intéressé aux techniques et le plus intéressé à comment raconter son histoire. C'est ce qui m'a touché à l'époque. Et ce film, je sais pas s'il a eu beaucoup de financement pour le faire. J'ai l'impression que c'est un film qui est très, très intime, qui parle de cette relation de deuil, d'abord de sa mère, puis de son frère. Et c'est une histoire, extrêmement intime, et c'est de l'animation, mais beaucoup avec des dessins, du papier découpé, etc. Donc c'est un film qui nécessite pas forcément beaucoup de moyens, qui n'est pas une prouesse technique. C'est pas là où se situe le film. Il est très beau visuellement, ça reste un film très très beau, mais c'est vraiment toute l'histoire que le réalisateur raconte à travers ce film qui est bouleversante. Donc je pense que c'est un bon exemple. Et du coup, ta question de savoir c'est quoi les critères d'un festival comme Clermont, la meilleure manière, c'est de regarder les films qu'on projette, regarder les films qu'on sélectionne. Je pense que ça, c'est un réalisateur qui se pose la question. En fait, il faut qu'il regarde le maximum de films. S'il peut avoir l'occasion de voir des films, même des films égyptiens, en fait, qui sont passés par Clermont. Le cinéma, c'est quand même une petite famille. On peut facilement avoir des liens de visionnage, des choses comme ça, accéder aux films, même dans d'autres festivals ici en Égypte. Je pense qu'il faut être curieux et qu'il faut aller voir, en fait, les films sélectionnés. C'est le meilleur exemple pour comprendre ce que sont les critères. Non, mais c'est parce que c'est intéressant à savoir, parce qu'aussi en Égypte, vraiment, les cinéastes, ils se mettent un peu trop aux techniques. Ils se mettent toujours peut-être parce que le cinéma égyptien, c'est la plus grande industrie du Moyen-Orient. On est un peu en studio system. Tu veux te prouver par rapport au producteur. Tu veux dire que tu arrives à maîtriser. Mais moi, je trouve ça vraiment mort quelque part. Moi, je me rappelle dans un certain programme de ciné-club où il y avait une sorte de carte blanche où tu choisissais ton film pour projeter. Le jour où j'avais choisi Strangers in Paradise de Jim Jarmusch, il y avait 2 cinéastes qui sont devenus de grands cinéastes maintenant en Égypte qui m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce film? Il n'y a même pas un seul mouvement de caméra, c'est trop fixe, c'est trop long. Et c'est cette mentalité que j'essaie toujours de battre en Égypte avec les cinéastes, c'est que l'histoire compte avant le technique. Et c'est bien de savoir, c'est bien pour l'audience maintenant de comprendre que c'est pas le technique qui va te faire entrer dans un festival, c'est ton esprit, ce que tu as à raconter. Tu as une histoire ou tu l'as pas. Que tu as tous les chariots, tous les dehors du monde, ça va pas te faire un film. Parce que vraiment, beaucoup de gens en Égypte, beaucoup de jeunes cinéastes, ils pensent le contraire. Ils soumettent un film genre à Clermont-Ferrand, ils me disent il n'a pas été accepté, mais j'ai fait 5 plans de drone, j'ai fait tout du plan de Steadicam, machin. Ils sont très surpris. Moi, je suis pas surpris du tout. Et c'est vraiment bien d'entendre ça de vous maintenant, de dire que vraiment chercher à raconter votre propre histoire. C'est vrai qu'en Égypte, quelque part, vous avez cette chance d'avoir un cinéma mainstream très très développé qui est regardé partout dans le Moyen-Orient. Mais du coup, pour le réalisateur, ça peut être aussi difficile de savoir où se situer. Et c'est vrai qu'un festival international comme Clermont, on va peut-être être un peu plus proche plus à la recherche d'un cinéma d'auteur.
Alors, on va pas être forcément vers un cinéma élitiste, très exigeant. On essaie d'avoir, comme l'équipe de programmation l'a fait ici pour Alexandria, d'avoir un équilibre quand même avec des comédies voilà, plus faciles d'accès où le public va facilement avoir des repères, va pouvoir suivre sans difficulté. Mais ça permet aussi d'aller amener des films un petit peu plus exigeants. Mais bon, quand même, on reste majoritairement sur du cinéma d'auteur où on va avoir un film qui pose une question, qui challenge un peu le spectateur, qui interroge le monde qui l'entoure, qui va plus chercher à faire ça que de divertir. Et voilà, et ça, c'est vrai que parfois, quand on est un jeune réalisateur ou une jeune réalisatrice, c'est pas évident de comprendre les limites en fait entre ces différents univers et de naviguer entre les deux. Il y a des réalisateurs qui arrivent vraiment à faire les deux, qui peuvent faire des films commerciaux et revenir à des films plus expérimentaux. Non, et même de raconter ton propre histoire en étant fort en technique. Un Kieślowski, ça existe toujours, mais tout le monde ne peut pas être. Ouais. Non, mais je voulais aussi te demander, bon, c'est ta deuxième visite en Égypte. Bon, je la considère comme la première parce que Gouna, quand même, c'est une atmosphère très différente. Un peu une bulle. Oui, mais en programmant, vous avez programmé beaucoup de films égyptiens pendant les quelques dernières années, surtout les films d'un très bon ami à moi, Mourad Mustafa, qui a un cinéma très spécial. Et quand tu parles du cinéma représentant qu'un pays, maintenant, après ta première vraie visite en Égypte, je suis un peu curieux. Est-ce que le monde que tu as vu dans ces films, dans les films de Mourad Mustafa, dans les 2 films de Cherif Bender qui ont passé à Clermont, est-ce que, en venant en Égypte, tu reconnais un peu ou est-ce que tu as les mêmes notions que ces films représentaient vraiment? Est-ce que tu as trouvé l'Égypte des films de Mourad, de Cherif, dans l'Égypte que tu vois maintenant à Alexandrie? C'est pas une question méchante, c'est vraiment juste curieux parce que... par exemple, le dernier court-métrage de Mourad Mustafa est filmé dans une église copte, il me semble, qui est dans une caverne au Caire. Oui. Saman el-Khayaz, à Mokattam. Et quand je suis arrivée au Caire, c'était le premier endroit que je voulais visiter avant les pyramides. Et ça, c'est à cause du film de Mourad Mustafa. Et donc, oui, il y a des lieux, des atmosphères, des ambiances que j'avais envie de retrouver en venant. Alors, Mourad Mustafa, il a une esthétique très particulière dans ses films qui permet vraiment de sublimer les lieux qu'il filme. Donc, c'était presque plus beau dans son film que en vrai. Ouais. Mais par contre, les films que je vois d'Égypte me permettent de mieux comprendre ensuite certaines choses quand je viens sur place. Par exemple, ces dernières années, ou inversement, la majorité des films égyptiens qu'on reçoit, c'est des huis clos à l'intérieur des maisons ou à l'intérieur de voitures dans les embouteillages. Alors ça, j'ai compris que c'était vraiment réel au Caire. Mais sinon, c'est beaucoup de huis clos familiaux. Ouais. Et donc, ça te permet d'être en immersion dans les problématiques familiales, les conflits qu'il peut y avoir familiaux. Mais on m'a aussi dit que c'était des questions de difficulté d'avoir les droits pour tourner un film à l'extérieur. Et par exemple, ça, je n'aurais pas pu le savoir si j'étais pas venue ici et que j'avais pas entendu les réalisateurs et producteurs débattre de ce vrai problème. Enfin, et du coup, nous, c'est vrai que quand on reçoit les films, on en voit plein qui sont filmés que dans des appartements, quoi. Ça, c'est surprenant. Et du coup, beaucoup de huis clos familiaux. Après, en fait, c'est quand même les films de Cherif El-Bendari ou de Mourad Mustafa, il y a un fond politique assez fort sur la question de la place des personnes, par exemple, d'origine soudanaise en Égypte, ou les questions LGBT, comment elles sont abordées aussi ici. C'est vrai que ça, c'est des choses où je pense quand je viens en Égypte que pour une semaine, t'as pas le temps d'aller à la rencontre de ces sujets-là, des personnes qui sont concernées par ces sujets-là. Donc, je peux pas vraiment dire si je retrouve ces problématiques quand je viens en Égypte parce que je reste pas assez longtemps. Mais par contre, c'est vrai que peut-être que ça change ma manière de voyager aussi, que ça peut me rendre plus attentive aux gens que je rencontre ou aux certaines thématiques abordées parce que j'ai compris que c'était pas forcément
voilà, des parcours de vie simples et évidents en Égypte. Donc ça peut m'amener à rencontrer les personnes peut-être avec un respect ou une admiration pour leur parcours que j'aurais voilà, peut-être pas eu si j'avais pas vu tous ces films. Je sais pas si c'est clair ce que... Si. Ouais. Non, et aussi, je veux expliquer que ma question n'était pas d'un point de vue méchant. Je sais pas de comprendre si les films représentaient l'Égypte ou non, mais c'était juste par curiosité. C'est parce que moi, personnellement, quand je voyage dans un nouveau pays, je crois que je trouve mes repères par rapport au cinéma. Première fois à Venise, déjà, j'essayais de voir si je reconnais le monde de Visconti, par exemple, à New York, première fois dans le Village, j'étais à la recherche de la ville de Woody Allen. C'est toujours une question de comment on reconnaît les villes, les pays à travers le cinéma. Ma question, c'était par rapport à ça. Ce qui est particulier, je trouve, c'est quand même des villes où il y a une densité sonore, que ce soit à Alexandrie, mais surtout au Caire, qui est hyper intense. Enfin, les voitures, les klaxons et tout. Ça, c'est des choses que tu as dans les films, par exemple. Évidemment. Et en fait, c'est vraiment rigolo ce que tu dis là, parce que normalement, ce que je reproche dans les cinéastes qui essayent de faire des films d'auteur art house en Égypte, c'est le silence. C'est d'essayer de faire des films à la Kim Kuduk, tu vois. Je peux pas ici. Aérontoire, locataire, Summer Spring. Et vraiment, je vois ces films avec tout cet univers silencieux. C'est où ça? Où tu entends ce silence en Égypte? À 1h du matin en Égypte, tu as les klaxons, tu as le bruit. En Égypte, on est un peuple parlant. Et le fait d'essayer de faire le silence, ça ne veut pas dire que tu es artistique. C'est tout à fait ça ce que tu racontes maintenant. C'est avoir le vrai goût du pays dans ton cinéma. Et ne pas essayer de forcer un style artistique pour dire que tu fais du art house. Parce que le art house, c'est de créer l'identité de ton pays, pas d'essayer d'imposer une autre identité. C'est pas en faisant un film qui semble polonais que tu vas faire un beau film égyptien. Exactement, je suis complètement d'accord. Ça me fait penser à un film comme, j'ai le titre que en français, Les Conspirations du Caire. Oui, The Nile Hilton Incident. Je crois que ça avait fait un peu de débat, parce qu'il me semble qu'il n'avait pas pu filmer en Égypte. Oui, il a eu des problèmes de censure. Il a tourné des plans extérieurs, genre les plans où il n'y avait pas d'acteur. Il a tourné une partie en Égypte. Et même pour celui d'après, Boy from Heaven, il a tourné en cachette des plans extérieurs en Égypte. Il a continué en Turquie. Et toi, en tant que... C'est un film égyptien qui a très bien marché en France, par exemple. Toi, en tant qu'Égyptien, est-ce que tu te reconnaissais dans ce film, étant donné qu'il avait... pas été filmé. En fait, pas du tout, mais pas par rapport au pays, parce que c'est pas l'histoire du pays, c'est l'histoire du genre. Je crois que le film, pour moi, le problème de Nile Hilton, c'était qu'il n'était pas fidèle par rapport au genre que par rapport au pays. Je m'en fous s'il a tourné au Maroc ou non, mais toutes ces histoires des agences de sécurité qui se battent pour le pourboire que paye un macro qui habite dans un appartement à 3 sous, qui conduit une Honda Verna. Ces gens-là, ils sont beaucoup plus... Bon, je sais pas si je peux dire ça dans un podcast, mais ils n'ont pas besoin de faire toutes ces batailles entre eux pour avoir, je sais pas, 20 000 livres égyptiens par mois de ce mec-là. Il y avait quelque chose dans le point de vue polar qui ne collait pas. C'est pas par rapport à la politique, c'est pas par rapport au goût du pays. Je pense même que Tarek, il a fait un excellent travail à créer l'Égypte au Maroc. Moi, j'ai vécu au Maroc, j'ai fait une série au Maroc, je connais Casa et je connais le Caire, et je pense qu'il a fait un très bon travail stick pour créer le Caire à Casa. Mais par rapport à l'histoire, au polar, ça collait pas. Pire peut-être au Boy from Heaven par rapport à créer le goût de l'Azhar. Parce que le film, il confondait même ce que c'est que le mosquée de l'Azhar avec l'université. Tous les plans qui se tournaient au mosquée, non, l'université, c'est même pas là. Je sais que tu veux faire le goût du nom de la rose de Umberto Eco, de Jean-Jacques Hano, mais là, en tant qu'Égyptien, je ne m'identifie pas du tout avec Boy from Heaven. Mais en tant que cinéaste, je ne m'identifiais pas avec comme un polar, avant tout. Le Caire, non. Le Caire, je l'ai vraiment senti dans le film. Il a bien fait. Mais ça, je trouve que c'est des questions intéressantes, parce que quand tu regardes ce film en France sans être jamais venu en Égypte, tu te rends pas forcément compte de ces choses-là. Et c'est vrai que ça peut être... j'imagine que ça peut être frustrant parfois pour un réalisateur égyptien
j'imagine qu'ils doivent se poser la question de est-ce qu'il faut un peu trahir d'où on vient, lisser un peu notre réalité pour pouvoir être vu à l'international, percé à l'international. Non, mais Tarek aussi, je ne sais même pas s'il a jamais vécu en Égypte. Il est en Suède depuis vraiment longtemps. Il a fait des excellents films là-bas. Il a fait un documentaire que j'adore, Sacrifice sur Hubert Guevara. Première fois que Carlos Bustos parlait après plusieurs années d'être accusé d'avoir trahi Guevara. Et c'est là que tu comprends l'histoire de tout un autre pays. C'était un réalisateur de documentaire que j'apprécie beaucoup. Mais lui, il n'a pas vécu en Égypte. Il connaît l'Égypte comme un expat, en fait. C'est pas toujours quelque chose de mauvais non plus. Parfois, pouvoir avoir ton pays d'une distance, c'est bien, mais comme je te dis, parfois ça colle pas. Et les deux films, les problèmes que j'ai avec, c'était pour des raisons tout à fait le contraire. L'un par rapport aux gens, l'un par rapport aux représentations esthétiques de l'histoire. Mais bon, c'est relatif quelque part aussi. Ouais, et pour revenir à Morad Mostafa, son film Hennet Ward, tu vois lequel c'est, celui sur une femme qui fait le henné pour les mariages. C'est un film dont on a acheté les droits ensuite. Le Festival du court-métrage de Clermont a acheté les droits non commerciaux et non exclusifs de ce film. Et ça nous a permis de beaucoup le diffuser dans plein de festivals partenaires et aussi dans les écoles, les collèges, un peu partout en France. Donc il a été vu par des milliers de spectateurs. Et ce film venait résonner quand tu le montrais en France avec des situations de racisme qui peuvent exister dans la société française. Donc voilà, pour revenir un peu sur ces questions l'universel versus les problématiques locales ancrées dans une culture. Encore une fois, en fait, tu peux pas toujours savoir qu'est-ce que ça va faire résonner dans une autre culture, qu'est-ce que ton film va évoquer, qu'est-ce que ton film va activer aussi comme imaginaire dans une autre culture. Mais à partir du moment où déjà, toi, tu arrives à atteindre une forme de justesse par rapport à l'histoire que tu as envie de raconter, le style de cinéma que tu as envie de faire, après, faut un peu faire confiance au film aussi. J'ai l'impression que ça, c'est beaucoup de questions qui se posent au moment de l'écriture du film. Au moment du tournage, là, t'es dans l'action. Tu peux te les reposer au moment du montage. Mais une fois que le film est fini, là, tu maîtrises plus vraiment tout ça, quoi. Et je pense que quelqu'un aussi comme le réalisateur qui a eu la Palme d'Or avec le film I'm Afraid to Forget Your Face. Samer Khaled. Ouais. Donc lui, il a eu la Palme d'Or à Cannes. C'est d'ailleurs un film qui a énormément circulé, qui a été très vu. Je pense que pour le réalisateur, ça doit être quand même une expérience particulière de voir ton film s'échapper et finalement, il appartient à ceux qui le regardent. Chacun va venir donner son interprétation. C'est aussi ce qui est beau. C'est pour ça que je pense que c'est une expérience assez formidable d'avoir son film qui voyage à l'international. À Clermont, par exemple, la plus grande salle du festival, il peut y avoir 1500 personnes dans la salle. La salle, elle est toujours pleine du matin au soir. Il peut même y avoir plusieurs centaines de mètres de files d'attente de gens qui veulent rentrer dans la salle pour voir des courts-métrages. Et quand t'es un réalisateur et t'es assis dans cette salle et t'as 1500 personnes qui regardent ton film, bon, bah, chacun il va projeter des choses dedans, chacun va être ému différemment ou pas. Il y en a aussi qui vont préférer un autre film de la séance, etc. Et ça, je pense que c'est aussi ça, en fait, en tant que festival, notre mission, c'est d'offrir ça aux réalisateurs. En fait, souvent, les réalisateurs, ils se demandent qu'est-ce que je peux faire pour moi être dans un festival. Ils se mettent beaucoup sur leurs épaules à eux. Mais c'est aussi qu'est-ce que le festival peut m'offrir, qu'est-ce qu'il a à me promettre. Au-delà d'avoir un réseau, il va m'offrir un réseau, un espace de networking, mais il va aussi m'offrir un public, et un public qui va vibrer avec mon film, qui va se l'approprier, qui va l'interpréter. Et c'est peut-être... franchement, pour moi, je pense que c'est aussi ça le plus précieux, quoi. Et bien sûr, après, il y a le networking, à faire son chemin un peu dans l'industrie. Ça, c'est les marchés qui servent à ça. Je pense que c'est hyper précieux pour un festival de développer des marchés. Ça permet à d'autres programmateurs de venir repérer des films, des distributeurs, des représentants de chaînes télé, des producteurs. Et nous, on a un programme d'accompagnement au pitch, un programme qui s'appelle Euroconnexion,
où il faut avoir déjà eu ton film en festival pour postuler à ce... Donc, il faut avoir déjà été sélectionné en compétition à Clermont pour postuler à ce programme Euroconnexion qui peut te permettre de trouver des coproducteurs européens. Donc, il faut aussi avoir un autre producteur égyptien. Mais on a aussi un programme de pitch sur le marché qui est pas compétitif. Il n'y a pas de prix à gagner, mais c'est beaucoup des écoles ou des formations, des formations qui viennent avec des étudiants et qui leur donnent l'occasion de pitcher leur projet au marché. Et c'est comme un exercice aussi de venir parler de ton film devant 50 professionnels. Et c'est donc Michel Doss qui a été venu faire ça à Clermont, qui est un jeune réalisateur égyptien. Et c'était hyper touchant parce que son projet de film parle d'un sujet très très intime sur traverser la maladie mentale et toute une famille qui implose autour de ça. Donc c'était vraiment un sujet compliqué, et pour lui de venir porter cette histoire-là devant des inconnus en France, c'était vraiment un exercice vertigineux, et il a réussi, et ça lui a donné plein d'opportunités pour la suite. Mais en fait, il a aussi réussi à le faire parce qu'à un moment, il nous a fait confiance, à moi qui l'accompagnais, mais aussi au festival. En fait, nous faire confiance dans le sens où c'est à nous de créer le safe place, c'est à nous de créer un espace qui soit sain, dans lequel les réalisateurs doivent se sentir bien et doivent se sentir à l'aise de venir montrer leurs films, parler de leurs idées, parler de leurs futurs projets. Je trouve que c'est un milieu qui est déjà très très compétitif, le cinéma. Je pense que c'est le devoir des festivals aussi de proposer des espaces où vraiment le public, les réalisateurs, les professionnels se sentent bien, parce que je pense que c'est un milieu qui est aussi à assainir. Il y a plein de rapports de pouvoir, derrière le côté l'industrie du rêve et raconter des histoires, tout ça, ça paraît très beau, mais en backstage, ça peut être aussi il peut y avoir une forme de violence dans ces univers-là. Et du coup, je trouve que les festivals doivent veiller à ne pas reproduire ces violences-là. Et pour le faire, à Clermont, il y a différentes choses. Par exemple, le comité est devenu paritaire, hommes et femmes, que depuis 5 ans, quand moi je suis arrivée dans le festival. Avant, c'était que des hommes qui faisaient la programmation. Ça, je trouve que c'est hyper important, par exemple, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui programment. Ça change ensuite les films qui vont être montrés. On va avoir des changements en fait dans les choix de programmation. On a aussi plein de systèmes pendant le festival qui permettent d'assurer qu'en fait tout le monde soit bien accueilli, que tout le monde passe un bon moment, et voilà, et ça me paraît hyper important. Peut-être je fais une grosse digression, mais en tout cas je trouve que c'est intéressant à dire aussi, de voir le festival comme pas que comme des endroits soit inaccessibles, soit à séduire, mais aussi comme des espaces dont c'est le devoir en fait de savoir accueillir vos films et vous accueillir vous, quoi. Non, mais ce que vous dites, bon, je suis tout à fait d'accord sur la représentation et tout. Moi, je pense que personnellement, je n'ai jamais pensé d'une façon. Ça veut dire que je l'ai jamais mis en tête qu'il fallait faire 50%, 50%. Je me rappelle quand j'étais à Gouna, quand je faisais la direction artistique à Gouna, on nous avait contacté pour faire un accord sur la représentation dans l'équipe de travail, de faire le 50%, 50%. Là, ça m'a pris presque 30 minutes pour penser, et j'ai découvert que si je signe cet accord, j'aurais besoin de virer presque 20-30% de femmes qui étaient déjà dans l'équipe, parce qu'on était à 80% femmes, 20% hommes, tu vois. Moi, je pense que c'est vraiment sympa qu'on arrive à une certaine phase où on fait ça sans le faire exprès, sans être obligé de le faire. Je suis conscient qu'à un certain moment, on doit s'enfoncer, on doit dire, il faut mettre un focus sur ça. Mais pour moi, l'idéal, c'est que vraiment que ça devienne spontané. Ouais. Et quand j'ai expliqué ça, je me rappelle plus du nom de l'association. Je pense que c'était une association française. Ils collectif ont signé avec 50-50. Oui, qui ont signé avec le Caire, et puis ils nous ont contactés à Gouna. On leur a dit, mais pourquoi vous voulez qu'on ait moins de femmes dans l'équipe? Et on n'en avait même pas pensé, tu vois.
C'était quelqu'un qui était bien dans son travail. On avait une diversité dans le goût. C'était très sympa qu'on n'avait même pas besoin d'y penser. Ouais. Et pour la présentation dans les films, dans le pourcentage des films, ça, par contre, je n'y crois pas du tout. Moi, je dis toujours que je n'aurais jamais choisi un film moyen par rapport à un film fort, juste parce que par rapport au sexe du cinéaste. Ça, c'est quelque chose vraiment qui commence à me déranger un peu dans les festivals internationaux. Ouais, je pense qu'il faut être vigilant à ça. Après, il y a un truc un peu naturel. Déjà, il y a plusieurs choses. Par exemple, à Clermont aussi, il y avait beaucoup de femmes dans l'équipe, mais elles n'étaient pas à des postes où elles prenaient des décisions. C'était des personnes qui assistaient, qui étaient les assistantes, les coordinatrices d'hommes qui, eux, prenaient les décisions. Donc, mettre des femmes dans le comité de programmation, c'est mettre des femmes aussi en position de pouvoir prendre les décisions. Donc, ça, c'était cet équilibre-là qui était à trouver chez nous. Et du coup, assez spontanément, en fait, quand tu mets plusieurs femmes, tu vas avoir une sensibilité dans le regard par rapport à certaines histoires qui fait que naturellement, il y a eu aussi un peu plus d'équité dans la programmation. Mais sans qu'on ait besoin d'en faire un statement en disant voilà, on va prendre plus de femmes. C'est juste que il s'avère qu'il y avait des sujets qui étaient traités par des réalisatrices et auxquels c'était évident au moment des débats que on était les 4 femmes de la programmation, on avait adoré le film. Les hommes n'avaient pas forcément capté immédiatement la subtilité du sujet, l'importance du sujet traité. Oui, mais là, il y avait des gens qui défendaient ce film. Ouais. Moi, je te parle de situation où un festival veut dire on a un pourcentage de films de femmes, alors ils commencent à choisir des films dont personne n'est satisfait. Ouais, non, ça non. Ça vraiment, ça commence à devenir un peu, si j'ose dire, ennuyant dans la façon dans laquelle on pense aux programmations. Moi, j'étais dans un jury de scénario juste il y a quelques mois. On commence à choisir les meilleurs scénarios pour donner les prix. Et là, on commence à discuter le pourcentage des femmes qui ont eu de prix dans ce... Et comment le cinéma égyptien, c'est un cinéma qui est trop difficile à faire pour les femmes. C'est un cinéma qui accueille les hommes seulement. Il y a moins de cinéastes femmes dans le cinéma égyptien. Et là, je commence à penser, mais on a 2 scénarios entre 5 qui ont fait le shortlist, qui ont été écrits par des femmes. Soit ces 2 femmes qui ont écrit des bons scénarios, je ne vais pas rajouter un film qui ne me plaît pas, qui ne plaît à personne, qui ne plaît pas, même pas aux personnes qui les défendent, juste parce que c'est fait par des femmes. Et le fait de prétendre que dans le Moyen-Orient, l'industrie est difficile pour les femmes, juste dans cette saison où on faisait cette compétition, on avait 11 films en salle, 6 films étaient réalisés par des femmes. Chose qui n'était jamais passée dans l'histoire de l'Égypte. Il y avait Nada Ayad, il y avait Kausa Younes, il y avait Ayten Amin. On avait une saison vraiment faite par des cinéastes femmes. Je pense que vraiment, pour que les sociétés comme les sociétés égyptiennes changent, il faut arrêter de le forcer. Il faut seulement le faire. Il faut produire des films. Et puis en pensant dans les festivals, vraiment, je sens qu'il ne faut pas faire la ségrégation. Il ne faut pas faire les... Peut-être que, en tout cas, quand on se pose cette question-là à Clermont, moi, je me dis que c'est peut-être pas au moment de la programmation qu'il faut se poser cette question, mais plutôt en amont, déjà dans les écoles. En fait, est-ce qu'on arrive à avoir un équilibre d'équité de genre dans les écoles de cinéma? Si on a de plus en plus d'étudiantes femmes qui font des études de cinéma, automatiquement on aura plus de réalisatrices. Peut-être dans les financements aussi, il peut y avoir dans un premier temps, ça peut aider d'avoir des soutiens qui font un peu attention de ne pas exclure les femmes des financements proposés. Après, je sais qu'à Clermont, ça peut arriver qu'entre 2 très bons films, si on hésite, on va peut-être prendre celui qui est fait par une femme, mais parce que les 2 sont très bons. Ils sont beaux, oui. Ouais, voilà. C'est ça. Non, mais là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec vous. Mais vraiment, je commence à sentir que parfois, ce n'est pas le cas. Ouais. Parfois, c'est vraiment enlevant un film qui nous plaît, mettons un film qui ne nous plaît pas, juste pour avoir cette égalité.
Et d'un point de vue, ce n'est pas égal. Ce n'est plus égal quand tu fais ça. Et l'année dernière, on avait une jeune réalisatrice égyptienne aussi qui était sélectionnée à Clermont, Malak, et j'ai oublié son nom, je suis désolée. C'est une jeune réalisatrice qui avait fait un documentaire très beau, très touchant sur l'endométriose. Donc là, vraiment un sujet aussi très, très féminin et c'était hyper beau et on l'a pris en sélection. Mais bon, bah, c'est sûr que c'était un sujet. La manière dont elle le traitait, c'est un film qui est à la première personne. Ça ne pouvait être fait que par une femme, que par une réalisatrice, mais on l'a pris parce que le film était très réussi et prenait un risque et arrivait à trouver cet équilibre entre parler de l'intime et en même temps s'adresser voilà, un public. Et c'était un très beau film. Donc il y a aussi quelques réalisatrices qui sont passées par Clermont. Oui, non, mais un beau film, ça reste un beau film. C'est ce que je veux dire. C'est juste ça. Non, c'était un point de vue latéral. Peut-être ça n'a rien à voir avec nos discussions, mais comme vous l'avez. Dans les équipes, je suis tout à fait d'accord pour l'égalité. Parfois, quand même, j'arrive pas à le faire dans l'autre sens. Parce que aussi en Égypte, malgré que le point de vue occidental, c'est un peu parfois le contraire, mais on a beaucoup plus de femmes qui sont au fond à l'industrie du cinéma, qui travaillent dans le cinéma. Moi, je pense que dans mon équipe d'assistants réels, entre 5 personnes, j'ai toujours 3 femmes, sans le penser. Pas pour. On a des chefs opératrices, on a des monteuses. Dans mes ateliers de formation, je pense que normalement 80%, c'est des femmes qui veulent étudier le cinéma. Donc, l'idée d'essayer de le forcer, c'est même pas la peine. On n'en a pas besoin. C'est déjà en route, quoi. Peut-être de convaincre les producteurs à avoir un regard moins misogyne, où ils sentent que les réalisateurs sont plus capables de faire les films dans les termes. Mais même ça, en Égypte, je vois que cette année, c'était miraculeux. Même dans le monde arabe, on a Kausa Benani, on a Rissé à Cannes cette année. Au Liban, Mounia Nadine avant, Daniel Abidj. Je pense qu'il faut se rendre compte que le monde change sans besoin de le forcer. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Et à Clermont, on a un programme qui s'appelle Regard d'Afrique, African Perspective. Donc, tous les films africains qui sont présélectionnés sont vus pour la compétition internationale. Mais une fois que la compétition internationale a fait son choix, il y a un deuxième round pour les films africains et on fait une sélection d'une 12aine de films pour ce programme Regard d'Afrique qui est non compétitif, qui permet de mettre en valeur, de mettre en avant les cinématographies africaines. Et contrairement à des clichés qu'on pourrait avoir en Occident sur le supposé machisme des sociétés africaines, en fait, dans ce programme Regard d'Afrique, c'est là où il y a le plus de femmes réalisatrices. Donc, bien sûr, en fait, il faut faire attention aux clichés et aux préjugés qu'on peut avoir sur certaines régions du monde, etc. Et on peut avoir des très belles surprises. Ouais. Non, il faut juste accepter. Il faut accepter la beauté du cinéma. Il faut juste voir le produit même. C'est mon règle toujours. Je regarde le film. Parfois, même en programmant, je regarde même pas les génériques. Je lis pas le fiche technique du film. Je regarde le film, il me plaît. C'est bon, il me plaît pas. Je regarde ni de quelle ethnicité vient le réalisateur, ni de quel il est homme ou femme. Je peux me poser la question, parfois dans certains films, je peux me méfier. Des fois, je vais aller vérifier quand je sens qu'il y a quelque chose d'un peu exotisant dans l'image. Oui, non, je suis d'accord. Voilà, des films un peu carte postale, comme ça, où d'un coup, les gens deviennent un peu des figurants dans un joli décor, souvent qui vient parler d'un conte ou quelque chose d'un peu mythologique, mystique. En général, je vais me méfier un peu, je vais regarder qui est le réalisateur. Et quand je vois que c'est par exemple un occidental ou une occidentale qui allait filmer au Brésil, en Afrique, je sais pas, Mali ou même, pourquoi pas en Mongolie, en Asie, je vais me méfier quand même de ça et je vais être d'autant plus exigeant en fait si je vois que c'est un réalisateur blanc ou une réalisatrice blanche. Parce que déjà, quand on est blanc, on est privilégié dans le monde actuel parce qu'on a accès à beaucoup plus de systèmes de financement. Et donc, si on utilise ces financements pour aller filmer une autre culture,
je vais être 3 fois plus exigeante sur la justesse de ce qui est filmé, parce que sinon on reproduit très vite des imaginaires exotisants qui sont en fait des imaginaires coloniaux voilà, des personnes blanches qui voyagent un peu à la conquête de territoires reculés aux 4 coins du monde et qui viennent ramener comme ça une image un peu idéalisée de ces territoires qui viendrait s'opposer un peu à l'Occident. Alors même si c'est pour critiquer l'Occident, aujourd'hui on va voir beaucoup ça, aller chercher des régions reculées où le mode de vie serait une résistance au capitalisme. Mais je me méfie vraiment de ça parce que ça reproduit en fait un regard dominant, ça reproduit des violences héritées de l'époque coloniale en fait. Donc ça, je vais vraiment faire attention à ça et dans ces cas-là, je regarde qui a filmé. Non, mais là, ça commence toujours là. Ça commence quand tu as senti quelque chose. Je veux dire ça que... Ouais. Et je sens qu'en tant que programmatrice, quand tu as dit, quand je sens quelque chose, je regarde, je dis que c'est que toujours ton impression du film, ça vient du cœur et pas d'une façon... Bon, on y pense toujours, mais un film, ça te touche ou ça te touche pas. Oui, on programme avec le cœur, c'est sûr. Évidemment. Et je pense que c'est une très belle phrase pour terminer notre discussion. Je pense qu'on a pris un peu plus que notre temps. On programme avec le cœur. C'est une chose vraiment pour laquelle je vous remercie. Et merci d'être avec nous ce soir. Et vraiment, c'était un plaisir de vous accueillir en Égypte et à Alexandrie. Et on espère à la prochaine. Merci beaucoup. Ouais. Merci. J'espère à bientôt. Merci.